Bonsoir à toutes et tous. Peut-être pour commencer, parce que je ne savais pas trop comment le faire, peut-être en forme d'hommage à, je pense que ça se prononce Heather Heyer, cette militante antifasciste qui a été tuée à Charlottesville le 12 août. Citer une de ses phrases qui correspond tellement bien à ce que vient de nous dire René. C'était une de ses dernières phrases, c'était « Si vous n'êtes pas indigné, c'est que vous ne faites pas attention ». Alors, oui, la solidarité internationale, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, mais c'est aussi quelque chose d'incarné, aussi quelque chose d'humain, c'est aussi une histoire de frères et de sœurs de combat, et évidemment, je ne pouvais pas commencer ce soir autrement qu'avec une pensée pour notre camarade Salah Hamouri, militant du Front populaire de libération de Palestine. Les camarades se souviennent que Salah était avec nous ici. Il a été arrêté dans la nuit du 22 au 23 août par les forces israéliennes. Il est comparu aujourd'hui devant la cour martiale. Une première fois, sa détention provisoire a été prolongée de 48 heures ce matin, puis à nouveau de 48 heures cet après-midi. C'est un peu ce qu'on appelle la double peine. Ce qui risque, c'est 6 mois de détention administrative. Dans toutes les langues du monde, administrative, ça veut dire arbitraire quand ça suit le mot de détention. Donc évidemment, notre exigence là tout de suite, c'est liberté immédiate pour Salah. Mais Salah n'aurait pas supporté qu'on ne parle que de lui, donc évidemment à travers lui, notre solidarité, elle va aux 7000 prisonniers palestiniens, dont plus de 300 sont des mineurs, qui sont eux aussi victimes de cet arbitraire de l'administration coloniale israélienne. Et puis derrière, c'est les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza qui sont privés d'accès à l'eau potable, d'accès à l'électricité, d'accès aux soins médicaux. Et au-delà, bien évidemment, notre solidarité, c'est la solidarité avec le peuple palestinien qui se bat pour survivre contre l'État d'Israël et contre l'État colonial et raciste d'Israël. Je vais faire comme René, après j'ai plus de temps de parole. C'est évidemment cette solidarité avec la lutte du peuple palestinien que Macron a directement attaqué quand il a repris l'argumentaire et les mots exacts de la propagande israélienne. Les mots, c'est « nous ne céderons rien à l'antisionisme car il est la forme réinventée de l'antisémitisme ». Il a dit ça dans des conditions évidemment extrêmement graves pour nous, qui sont l'instrumentalisation de la commémoration de la mémoire des déportés juifs du Veldiv en 1942. Donc notre solidarité, notre internationalisme, c'est aussi de reconnaître ce crime comme un crime d'État, comme un crime de masse, comme un crime raciste, antisémite, mais comme un crime français. Ça, c'est évidemment aux antipodes de la réponse honteuse qu'a fait Jean-Luc Mélenchon quand il a été questionné sur cette question-là, où il a répondu comme beaucoup d'autres avant lui, non, non, Vichy, ce n'est pas la France. L'honneur des internationalistes, c'est toujours de mettre au cœur le droit des peuples. Le droit des peuples n'est pas le point de vue, la mémoire, les intérêts, la grandeur de la France. L'internationalisme, c'est pas non plus les savants calculs selon lesquels éventuellement, peut-être, les ennemis de nos ennemis pourraient, dans certaines conditions, devenir nos amis. Non, l'internationalisme, c'est d'abord le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à décider de leur avenir. En ça, notre internationalisme, c'est directement cette capacité dont parlait Che Guevara, de ressentir au plus profond de notre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit dans le monde,
Et il ajoutait même, c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Les injustices, elles sont nombreuses, mais peut-être que dans ces injustices, la plus injuste, c'est celle qui est vécue par le peuple syrien. Un peuple qui s'est levé contre la dictature de Bachar el-Assad et un peuple qui a été laissé dramatiquement seul. Et là, c'est vrai qu'on est fiers d'avoir été parmi les rares, les trop rares, à répondre présent, alors que la solidarité internationale était aux abonnés absents. Face à Assad ou face à Daesh, oui, c'est au peuple syrien seul de décider de son avenir. Et toutes les interventions militaires étrangères en Syrie ont en fait, au bout du compte, aidé Bachar el-Assad à se maintenir en place. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le peuple syrien a encore, et plus que jamais, je dirais, besoin de la solidarité internationale pour l'aide humanitaire, évidemment, pour arrêter la guerre et les bombardements des populations civiles, mais aussi contre cette tentative de relégitimer à nouveau le pouvoir et le régime d'Assad. Et plus globalement, dans la région, on est solidaire de toutes celles et tous ceux qui, depuis 2011, luttent pour en finir avec les dictatures et avec la répression. On exige l'arrêt des bombardements au Moyen-Orient qui, et ça depuis 15 ans, on l'a vu, ça ne génère que plus de misère, que plus de chaos et au bout du compte, encore plus du terrorisme qu'il prétend détruire. C'est ce que montre la situation en Afghanistan où le Pentagone menace de déployer jusqu'à 3900 soldats supplémentaires. Notre solidarité, elle était par rapport à tous ces soulèvements et aujourd'hui, dans le même sens, elle va à celles et ceux qui se soulèvent dans le Rif marocain, là encore, contre le pouvoir marocain. Alors, la liste, évidemment, elle est très très longue. Notre solidarité, elle va au mouvement social et démocratique turc et kurde contre le régime d'Erdogan. Elle va au peuple kurde qui lutte pour son autodétermination et qui combat Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie. Voilà, nous, on a le droit des peuples, c'est-à-dire les droits démocratiques, ces droits nationaux, ces droits sociaux, ces droits écologiques, ces droits culturels, comme boussole. Alors c'est très très utile les boussoles, mais parfois il faut avouer que c'est un petit peu plus compliqué que d'autres fois. C'est le cas par exemple au Venezuela, et là évidemment on affirme une solidarité sans faille avec le peuple du Venezuela contre toutes les ingérences, contre toutes les menaces impérialistes, sous quelque forme qu'elles soient, qu'elles viennent de Trump, mais qu'elles viennent aussi de l'Union européenne. Une solidarité avec les travailleurs, avec les secteurs populaires, en particulier avec ceux qui continuent de s'auto-organiser, contre les appels au coup d'État et les actions violentes de la droite revancharde et néolibérale. Mais cette solidarité, elle ne nous empêche pas, je dirais même au contraire, un regard critique sur la politique de Maduro et de son gouvernement, sur sa responsabilité dans la catastrophe actuelle, sur des questions qu'on ne peut pas éviter, comme celle de la corruption, des attaques contre les libertés démocratiques, mais aussi sur le paiement de la dette extérieure qui saigne de plus en plus le pays, ou sur le fait de livrer l'arc minier de l'Orénoque à la voracité des multinationales étrangères, avec toutes les conséquences que ça a, à la fois pour les populations indigènes et pour les équilibres écologiques. Voilà, c'est là le défi. Allier solidarité sans faille, solidarité militante, agissante, indépendance, puis je rajouterais modestie. Parce qu'en fait, rien n'est plus étranger à l'internationalisme, à notre internationalisme, que les donneurs de leçons. Alors, évidemment, quand on est en France, il est impossible de parler de solidarité internationaliste sans exiger la fin de la France-Afrique, le retrait immédiat de toutes les troupes françaises qui interviennent à l'étranger et la fin des exportations d'armes. Il faut évidemment rappeler que la France figure parmi les 5 plus gros exportateurs d'armes de la planète et que derrière la gloire du savoir-faire français, derrière la prospérité de l'industrie d'armement, et ben en fait, derrière, dans son sillage, immédiatement, il y a la corruption, et c'est ce que montre le scandale qui est en train d'éclater dans la vente des sous-marins au Pakistan, en Malaisie et au Brésil. Et puis, c'est aussi, et c'est l'autre volet,
l'intrication extrêmement profonde qu'il y a entre le nucléaire militaire et la poursuite du programme nucléaire, qu'il soit civil ou qu'il soit militaire. C'est toutes ces questions qu'il faut être capable de poser, et de poser en même temps, et de combattre sans concession. L'annulation de la dette, ça fait partie de nos fondamentaux quand on parle de solidarité internationale, parce que évidemment la dette, c'est une machine à siphonner les richesses des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. Mais je voudrais insister sur une autre dette, qui est là du coup une dette du nord vers le sud, puisque celle dont on parle toujours, c'est celle du sud vers le nord, et c'est la dette écologique et la dette climatique. Alors sans doute, tout le monde le sait, le pire est à venir, mais les conséquences dramatiques sont déjà là. Elles sont là en Afrique, où 20 millions de personnes sont menacées par la famine, en grande partie due à la sécheresse. La catastrophe, elle est là en particulier dans les plaines côtières d'Asie, ou dans un certain nombre d'îles. Bon. Avec la question des inondations, enfin de ce qu'on appelle les phénomènes climatiques extrêmes. Dans tous les cas, les premières victimes et les principales victimes, elles sont les plus pauvres, et elles sont au sud. Et les responsables de ces crimes écologiques et climatiques, ils sont ici. Ils ont nom Exxon, Total, Monsanto, Vinci et Bouygues. Et donc, là encore, pour insister sur la solidarité internationale, je voudrais montrer ce fil invisible, mais extrêmement fort, d'un internationalisme vivant qui relie tous les combats contre les grands projets extractivistes, destructeurs de terres agricoles, de ressources en eau, de biodiversité et du climat. Ici, le combat emblématique, c'est Notre-Dame-des-Landes, mais il faut avoir en tête Imider, dans le sud du Maroc, contre une mine d'argent, Caramarca au Pérou, ou la Guyane, ou au Soudan, contre les mines d'or. Et puis ce qui se passe en Rhénanie en ce moment, où le mouvement de désobéissance civile, qui s'appelle Ende Gelände, en gros ça veut dire ça s'arrête maintenant et ici et maintenant, qui est en train de mener des actions absolument extraordinaires de blocage, de désobéissance civile, de blocage des mines de lignite à ciel ouvert. Et puis on pourrait parler de tous les combats contre les gaz de schiste, les méga-barrages, la destruction de la forêt. Je voudrais insister sur le fait que dans toutes ces mobilisations, les peuples opprimés, qu'ils soient Sioux, qu'ils soient Amazirs, qu'ils soient Amérindiens, qu'ils soient Nubiens, ces peuples sont en pointe. Et puis il y a une autre catégorie, qui n'est pas une catégorie, qui est la majorité, qui est en pointe aussi, qui sont les femmes, les plus pauvres, les paysannes, qui sont à la fois nombreuses et à l'initiative dans ces mobilisations. Oui, la lutte internationale, les luttes internationales, c'est aussi, je dirais, c'est d'abord des luttes de femmes. On l'a vu dès l'élection de Trump, avec les marches des femmes le 21 janvier, on l'a vu le 8 mars avec la grève internationale. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de traduire, ni una menos. Le mot d'ordre des femmes qui luttent contre les violences sexistes en Argentine, au Chili, en Uruguay. Je ne sais pas comment ça se dit au Maroc, mais c'est le même combat que mènent les Marocaines, les centaines de Marocaines qui sont descendues dans la rue ces derniers jours pour lutter contre les violences sexistes. Donc, voilà. Pour finir sur ces mobilisations-là, le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement, et évidemment, on se mobilisera pour que toutes les femmes qui veulent avorter puissent le faire légalement, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. C'est un rendez-vous qui est à la fois féministe et internationaliste. Et je finirai juste là-dessus pour dire que cette nouvelle vague de lutte montre que l'internationalisme, c'est pas quelque chose d'abstrait qui fait abstraction et qui écrase les différences au nom d'une sorte d'universalisme creux, que c'est au contraire le combat de toutes les oppressions dans quelque chose qui, au bout du compte, est une critique bien plus profonde, bien plus radicale, à la fois du capitalisme, du racisme et du sexisme, ce qu'on pourrait appeler une critique écosocialiste. Merci.
Et donc,